C'est pas possible, ça. Allez, installe-toi. 30. 30 minutes. Installe-toi. Je vérifie que c'est en ligne. C'est bon? Voilà, tu peux y aller, Diana. Ouais, j'y vais. Ouh. Bonsoir. Bonsoir. Je parie que ça sera beaucoup plus pacifique sur scène. Je suis ravie d'animer ce mini-débat avec vous pour clore cette journée, cette première journée des rencontres de Cannes. Je me souviens encore du moment où François m'a appelé en disant Diana, c'est pas possible, on n'a que des vieux. Il faut absolument qu'on ait des jeunes. Et donc, vous êtes là. Et je pense qu'on est tous extrêmement heureux d'avoir, pour une fois, des voix qu'on n'entend pas souvent. En fait, vous êtes comme certaines classes invisibles. On parle beaucoup de vous, mais on vous laisse rarement parler. Donc vous êtes à la fois fainéant et travailleur, vous êtes à la fois obsédé par l'argent et en même temps vous cherchez du sens, vous passez votre temps sur Twitter et en même temps vous essayez de limiter les nouvelles technologies. Enfin, on dit tout et n'importe quoi et on vous considère rarement comme des êtres humains à part entière avec une pensée, une expérience déjà acquise. Et donc, vous, en fait, vous deux, vous avez choisi de faire des études, donc Kimberley de journalisme, et Pierre, donc Kimberley, tu as 18 ans. Hein, oui, c'est ça. 18 ans. Et Pierre, tu as 21 ans. Tu es à l'ERAC, donc à l'école régionale des acteurs de Cannes, qui sont, dans le système économique aujourd'hui et politique, qualifiés en général comme antiproductifs. Et parfois, par certaines personnes qui ne prennent pas de pincettes, comme un peu débiles, parce que ça ne va pas forcément vous amener un emploi avec un super salaire, de la sécurité, etc. Donc moi, c'est la première question que je vous pose, c'est qu'est-ce qui vous a amené à choisir de faire ces études-là et comment vous vivez généralement l'un et l'autre ce discours qui a tendance un tout petit peu à déprécier les professions intellectuelles, les professions artistiques dans le monde aujourd'hui. Je vais commencer. Alors oui, comme vous avez dit, il y a beaucoup de stéréotypes et de clichés autour des jeunes. Nous, notamment, on travaille dans des domaines qui sont, oui, au début peu rémunérés, mais je pense que justement, c'est une preuve que les jeunes ne cherchent pas forcément à tout de suite se faire de l'argent, qu'on n'est pas fainéant, qu'on est passionné avant tout, et on cherche justement cette passion. Et aussi, comme vous aviez dit, il y a des stéréotypes autour du fait qu'on est fainéant et aussi qu'on est un peu, on va dire, accro aux réseaux sociaux. Et concernant ce thème aussi de l'art, on évoque peu souvent les opinions en fait, des jeunes. Et on a souvent, je trouve, une image que les jeunes sont incultes, qu'on ne s'intéresse pas forcément à la culture ou dans toutes ses formes. Et donc, oui, je pense que Pierre et moi, c'est vraiment... on est complètement faux, en fait. Voilà, on est là pour déconstruire justement ces idées préconçues. Oui, et je pense dans le rapport à l'art en général, je crois que... après, je suis un peu tombé par hasard et c'est aussi parce que ça me plaît, mais je crois que ça part aussi d'un désir de spiritualité, d'absolu en quelque sorte, parce que j'ai l'impression que dans la société dans laquelle on est vraiment noyé d'images et d'informations, alors que dans l'art, on peut réaliser une forme de recherche d'absolu, de réalisation personnelle et d'exister en tant qu'individu et non pas comme un nom sur un réseau social ou un chiffre dans un formulaire administratif. Enfin, moi, au début, quand j'ai commencé, je me suis pas dit je cherche l'absolu pour faire du théâtre, mais après des réflexions sur pourquoi en fait je veux faire ça de ma vie et m'engager dans ce chemin difficile qu'est. Alors cet absolu, il est hors du monde ou au contraire, il est intimement lié au cours du monde et à son destin? Je pense qu'il est lié en tout cas pour moi, une forme de réalisation personnelle et aussi une envie de laisser quelque chose de soi après sa mort ou même une trace dans le monde. Je pense qu'il y a quelque chose de ça.
Après, oui, on est forcément, on vit dans une époque où on est ancré dans la réalité de ce qui nous entoure et du coup on est influencé par le monde, donc c'est forcément en lien avec le monde dans lequel on vit. Est-ce que pour toi, aujourd'hui, faire du théâtre, faire du cinéma, est-ce que c'est un geste aussi politique que celui d'écrire par exemple un article d'analyse sur le gouvernement français par exemple? Après, ça dépend de ce qu'on entend par politique. Je pense que toute forme d'art en soi est politique, puisque elle parle d'un humain qui vit dans un... Enfin, l'art, c'est le fruit d'une subjectivité. Et je pense qu'une subjectivité est influencée par un milieu et par un endroit... Enfin, un milieu social et une société dans laquelle évolue une personne. Et donc, forcément, l'art va parler de ce milieu. Et en cela, ce sera politique. Mais après, on peut parler de la notion d'engagement. C'est aussi, si on décide de faire une œuvre engagée, ça peut être aussi engagé qu'un article politique ou quoi que ce soit d'autre. On en parlait tout à l'heure, justement. J'ai été surprise, enfin très positivement surprise par l'acuité avec laquelle vous viviez tous les deux la séparation entre les élites et le peuple et l'appropriation en fait de tout l'art un peu élevé, y compris de l'art populaire, par les élites. C'est un discours qu'on entend rarement, enfin difficilement, et surtout c'est les jeunes. Est-ce que vous pouvez développer un peu sur ce sujet? Oui, en fait, je trouve que surtout maintenant, on voit une grosse différence entre ce que certaines personnes considèrent être une culture légitime et illégitime. Par exemple, ce que disait Pierre tout à l'heure, en fait, on le voit par rapport aux critères, de critères sociaux, en fait, sociaux. Et ça dépend aussi du patrimoine culturel et de l'éducation, je pense. Par exemple, on ne voit pas de la même façon, par exemple, l'opéra que le rap. Et je pense notamment justement dans le sujet de l'art, où on peut parler de muralisme ou de street art aujourd'hui avec de grands artistes comme Banksy, où c'est des choses qui évoluent dans des espaces urbains, des espaces publics pour, comme disait Pierre, laisser une trace, laisser une marque en fait dans cette culture populaire et urbaine. Et finalement, quand ça commence à prendre de l'ampleur et de l'importance, cette culture légitime, on va dire des élites, commence à approprier cette culture. Et finalement, c'est quelque chose qui paraîtrait plus accessible à tout le monde. Mais avec cette appropriation, finalement, ce n'est qu'accessible qu'aux élites qui pourront s'approprier les deux cultures, alors que quelqu'un d'un milieu, on va dire, défavorisé pourrait pas toucher à toute cette culture, mais seulement à la culture qui le concerne dans son environnement. Quel est le rôle du journaliste pour remédier à cette asymétrie fondamentale, en fait, d'expropriation presque? Justement, il y a beaucoup de journalistes qui considèrent qu'en tant que journaliste, on est là pour donner notre opinion, pour montrer les choses, mais je pense qu'aussi il y a un côté social aussi, on est là pour écouter les gens et observer ce qui se passe, et on est là aussi pour donner le propos des autres et de montrer ce qui se passe, que ce soit dans la culture, on va dire, des élites ou dans des milieux défavorisés. Et justement, on est là pour dénoncer et pour promouvoir en même temps. Oui, donc tu as une vision, une vision du journalisme qui est tout sauf neutre. Oui, je pense honnêtement, tout le monde pense qu'un journaliste doit être neutre pour pouvoir donner des informations factuelles, mais honnêtement, je trouve que la neutralité est impossible, parce que juste le fait d'utiliser des mots montre une part de subjectivité. Je pense vraiment que dans les mots, par exemple, quand je pense dans un article, les mots qu'on choisit, les témoignages qu'on choisit, tout ça, ça sert à ce que nous, on a envie de transmettre au public, au lecteur. Donc je pense qu'il n'y a vraiment aucune part de neutralité, et même si on reste neutre, je trouve ça presque inintéressant, en fait, parce que justement, on est là pour échanger, pour donner notre opinion, et après échanger avec un lectorat qui nous propose sa version des faits. Donc je pense que c'est pas on donne les faits et c'est juste pour informer. Je pense que c'est pour échanger, pour communiquer et pour débattre comme on le fait aujourd'hui. Oui, donc
vous êtes presque dans une inversion des tendances, en fait, qui a été pendant des dizaines d'années de cantonner le journaliste, par exemple, ou un analyste à une certaine neutralité, l'absence de prescription vis-à-vis de son lectorat, qui finalement a conduit peut-être, c'est mon opinion, à traiter les lecteurs comme des enfants. On le voit parfois, alors j'aimerais bien entendre Pierre sur le sujet, on a parlé tout à l'heure, il y a 50 ans, l'art populaire voulait encore montrer quelque chose. Alors certes prescrire d'une façon peut-être paternaliste, mais en tout cas il avait un discours sur le monde. Aujourd'hui on a l'impression que pour des raisons politiques, financières, il ne fait que divertir. Et en plus ce divertissement, il ne voue pas beaucoup de considération à son public puisqu'il est de très très mauvaise qualité la plupart du temps. Quelle est ta vision de cette évolution et de ce qu'on peut faire contre ça? En fait, moi la question que je me pose à mon niveau, c'est à qui on peut s'adresser, parce que dans le théâtre, par exemple, les personnes qui vont au théâtre sont souvent des personnes issues d'un même milieu, avec des opinions qui sont souvent sensiblement les mêmes. Et donc, moi, la question que je me pose, c'est, comme tu disais, comment réussir à parler à des personnes qui n'ont pas forcément cette position sociale ou ce bagage intellectuel qui font qu'elles vont au théâtre. Mais comment réussir à faire un art qui puisse parler à des personnes de tous les milieux sans pour autant dénaturer la parole que l'on veut avoir, sans faire un art pour un public, faire un art de divertissement. Et c'est des questions que je me pose et auxquelles j'aimerais bien pouvoir répondre. Je pense que c'est aussi dans la manière dont on peut appréhender l'art, dont on nous enseigne l'art. Par exemple, dans les expériences personnelles que j'ai pu avoir, on nous inculque l'art comme une forme de monument qu'on ne peut pas toucher, alors que en soi, c'est des choses qui ont été faites par des humains et qui sont à notre échelle d'une certaine façon. Et on nous enseigne toujours l'art sous le prisme de l'analyse. Et on nous demande peu, en tout cas dans les lycées ou les collèges dans lesquels j'ai pu aller, c'est de produire nous-mêmes quelque chose d'artistique, avant de devoir tout de suite analyser une œuvre, de la regarder et de se demander personnellement qu'est-ce que ça me fait de voir cette œuvre. Et je pense que ça, c'est intéressant, c'est une question qu'il est intéressant de soulever. C'est un défaut bien français, en fait, parce que l'enseignement anglo-saxon, par exemple, de l'art, est d'abord dans la pratique, qui ne vit pas forcément dans le domaine de l'excellence, mais qui va tout de suite être dans l'appropriation par l'adolescent, l'enfant de ces formes-là. Est-ce que vous avez l'impression que ça change quand même un tout petit peu dans l'enseignement aujourd'hui? Est-ce que peut-être les nouvelles technologies, les nouveaux usages permettent de désacraliser, en tout cas de casser cette primauté de l'analyse un peu sacrée, intellectuelle, qui est la tradition française, on ne peut rien y faire, mais c'est le cas, qui n'est pas si mauvaise que ça d'ailleurs? Moi, oui, je pense que, en fait, il y a un grand travail à faire dans l'éducation, je pense d'abord, parce que comme Pierre l'a évoqué, en fait, je trouve que dans les institutions, on n'apprend pas forcément les élèves à appréhender correctement l'art de leur manière, en fait, de l'interpréter. On nous impose une certaine interprétation et on nous laisse pas forcément libre recours à nos sensations, à notre jugement d'esthétique. Et donc je pense qu'il y a un travail à faire là-dessus aussi. Et même au niveau social, je pense que la politique déjà devrait mettre en œuvre plus de moyens pour donner plus de financement, de budget à toute cette culture, même au niveau local. Je pense ici, dans la Côte d'Azur propose énormément d'activités, d'événements culturels, mais je trouve qu'elle n'est pas pour autant bien mise en valeur. Notamment dans la presse. C'est-à-dire que ça reste à un niveau d'organisation qui ne pénètre jamais jusqu'au public. Voilà, ça c'est pas très accessible à tout public en fait. On le voit même dans la presse, il n'y a pas une mise en valeur. Dans la presse locale, on voit un agenda, mais sans plus en fait. Il manque vraiment de mise en valeur pour que tous les publics se sentent concernés, se sentent intéressés,
Oui. Donner envie. Comment est-ce qu'on peut donner envie finalement un journaliste? Comment il peut faire en sorte que quelque chose d'assez abstrait, voilà, comme une pièce de théâtre, convoque un public qui est pas par définition, mais socialement imperméable, qui a été tenu à l'écart. Mais justement, comme vous l'avez dit, il faut suivre en fait le public, notamment. Les jeunes sont très souvent sur les réseaux sociaux, maintenant sur Internet. Il faut savoir les atteindre et les interpeller en fait par rapport à leurs moyens de consommer la culture. Et Pierre, qu'est-ce que tu penses justement du théâtre et du cinéma? Est-ce qu'il est temps de reconvoquer un nouveau TNP, un Théâtre National Populaire, pour remettre au cœur la France, toute la France de l'art? Il y a des actions qui se font dans ce domaine, mais encore une fois, il y a quand même plein de défauts dans l'accessibilité dans le théâtre en ce moment. C'est-à-dire que les places sont chères, il y a peu, comme tu disais, de représentation dans les médias. Même, par exemple, les théâtres sont souvent loin des villes ou loin des centres-villes, et il n'y a pas de navette. Il y a plein de petites actions qu'on pourrait faire pour les rendre plus accessibles. Et oui, par rapport au cinéma, d'une certaine façon, le cinéma, à mon sens, est un art plus fort que le théâtre, parce que le cinéma peut parler à plus de gens et à plus d'origines sociales différentes, parce que c'est beaucoup plus près, c'est plus accessible. Et il y a beaucoup de jeunes compagnies qui font des actions, notamment des interventions dans les milieux scolaires, ou des pièces qui vont jouer chez les gens ou dans les maisons de retraite, pour rendre accessible le théâtre à des gens qui n'y ont pas accès. Et voilà. J'aimerais vous poser quelques questions très concrètes, justement, pour que vous parliez de votre expérience. Voilà. Quelle est la dernière œuvre qui vous a touché et dont vous avez l'impression qu'elle dit quelque chose sur le monde avec justesse? Moi, c'était le dernier film que j'ai vu, c'était Rafiki, un film qui parle d'un couple homosexuel au Kenya. Et c'était très intéressant parce que c'était vraiment une prise de position au niveau politique, parce que c'est quelque chose qui est très réprimé là-bas. Et donc même la réalisatrice a eu beaucoup de mal à faire sortir ce film. Elle a été censurée, elle a eu des problèmes au niveau des autorités locales. Et le film était vraiment magnifique à mon goût. Et c'était vraiment une prise de position, c'était un risque, et je trouve qu'il était très bien fait. Pas finalement seulement ce que montre le film, mais aussi les conditions d'élaboration oui, bien sûr. font partie de l'expérience. Et toi, Pierre? Alors moi, c'était pas du tout un truc politique. C'est le portrait de Dorian Gray de Oscar Wilde, parce que j'ai trouvé que c'était très beau, et je sais pas, ça m'a vraiment parlé. Après, en œuvre politique en soi, c'est très d'actualité, la jeunesse éternelle, oui, ouais. Le refus de disparaître, là c'est tout ça, c'est la singularité. Oui, c'est en lien avec cette idée de recherche de spiritualité. D'ailleurs, comment tu vois ça, par exemple, tout ce courant qui voudrait que l'homme et la machine ne fassent plus qu'un à un moment donné, que le transhumanisme, non, mais très concrètement, est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse d'ailleurs? Est-ce que c'est une question qui t'intéresse? Oui, c'est une question qui m'intéresse. Après, c'est un truc qui fait peur forcément, mais le métier de comédien, c'est un métier d'humain, donc elle me touche pas directement, cette question. Mais oui, c'est une question. Moi personnellement. Des robots devant un parterre d'humains, c'est pas très. Oui, pas très réaliste. c'est pas. Oui, je pense. Enfin, en tout cas, au point où on en est, c'est impossible de faire que des machines jouent. Après, oui, en soi. Tu parlais d'intersubjectivité tout à l'heure, par exemple. Ça, c'est un concept qui est complètement d'intersubjectivité. Tu mentionnais ce concept-là. Et je pensais à ça parce que c'est, pour le coup, quelque chose d'absolument impossible avec des machines. C'est ça qui fait que tous les discours, par exemple, sur la singularité demain, restent à un niveau extrêmement théorique et n'atteignent pas à l'émotion, à cette intersubjectivité, la capacité à communiquer au-delà des paroles, par exemple. Je ne sais pas ce que c'est l'intersubjectivité. Je suis désolé, j'ai pas compris.
Bon, mais tu en parlais tout à l'heure. Je crois pas que j'ai employé ce terme. D'accord, ok. Bon, ça c'est Je suis désolé. typiquement un travers de vieux adultes qui vont placer des concepts dans la bouche des jeunes. L'intersubjectivité, c'est une capacité à s'identifier dans une expérience commune, mais de façon immanente, immédiate, qui n'est pas du tout théorique, qui ne passe pas par l'analyse. Voilà. Le fait que... Oui. Oui. J'ai une question pour vous, mais alors pareil, très expérience. Qu'est-ce que vous pensez du moment des Gilets jaunes? Ah. Il y a politique dans le titre de cette conférence. Je suis désolée. Peut-être. Non, mais très ouvertement, très honnêtement, en quelques mots, comment vous voyez ça? Je trouve que la mobilisation est très légitime parce que dans toute démocratie, le fait de désobéir est quelque chose de très légitime. Donc ils ont tout un intérêt de montrer leur mécontentement envers quelque chose. Enfin, ils ne sont pas d'accord. C'est juste de montrer leur désaccord. Après, concernant la mobilisation, enfin la taxe qui est en question, ce que je trouve intéressant à regarder, c'est le fait que nos voisins nordiques, par exemple, ont établi cette même taxe il y a quelques années de là. Et c'est intéressant de savoir qu'ici, la population est en complet désaccord, même s'ils comprennent les raisons de cette taxe pour la transition écologique et tout ce qui va avec. Mais dans les pays nordiques, par exemple, je crois que c'était en Suède, en Norvège, Danemark, ils ont adopté cette loi et la population l'a adoptée aussi, et l'a acceptée. Et je pense que, je ne mets pas en question la mobilisation des Gilets jaunes, et je dis pas non plus que Macron a tout à fait raison, mais je trouve que c'est intéressant de voir les différentes réactions entre les populations et pourquoi la France aurait plus, ou en tout cas les personnes concernées par les Gilets jaunes, pourquoi ils auraient plus de mal à accepter cette taxe qu'ils comprennent pourtant, mais ne réagissent pas de la même manière des pays nordiques qui l'ont accepté. Et même j'ai lu qu'il y avait des sondages qui pensaient qu'ils devraient même augmenter la taxe, en fait, parce qu'ils comprennent les enjeux. Il y a un enjeu de culture politique et d'un taux d'impôt très élevé dans le PIB dans les pays nordiques, ainsi qu'un accompagnement de l'État très fort dans ce type de transition. Oui, justement, je trouve qu'en fait, c'est vraiment un problème de communication entre l'État et le peuple, où je pense que le gouvernement n'a pas assez expliqué, ou n'a pas été vraiment à la rencontre des personnes pour leur expliquer concrètement à quoi servait cette taxe. Et donc, cette incompréhension, je pense, de la politique et des mesures font qu'il y a des grosses mobilisations comme ça et qu'il y a un mécontentement et un désaccord entre le peuple et son gouvernement. Seulement si tu as un avis dessus. Bah moi, je pense que c'est vachement bien qu'il y ait une mobilisation. Après, la raison en soi, on s'en fiche un peu. Je pense que c'est symptomatique d'un ras-le-bol général qui est plutôt quelque chose de salutaire. Après, j'ai aucune assise pour parler de ça. J'ai lu un peu la presse, mais j'ai pas d'assise de bagage de connaissances politiques. Mais je pense que taxer des gens qui ont déjà du mal à joindre les deux bouts, c'est pas bien. En plus, le prétexte est assez fallacieux puisque ils disent que c'est pour l'écologie, alors que toutes les taxes vont être reversées non pas dans l'écologie, mais dans tous les autres ministères. Et merci. Une analyse politique extrêmement fine. Fine. Là, pour le coup. La transition énergétique, on parle souvent du fait que pour le coup, c'est un des objectifs qui est le mieux perçu par les nouvelles générations, contrairement, est-ce que vous le sentez ainsi, vous, à titre personnel et autour de vous, que vous placez l'écologie premier de vos soucis? Moi, je pense que oui, parce qu'on est la première génération concernée, je pense. On est la première génération à avoir autant d'espèces à disparaître, comme on l'a vu tout à l'heure avec le débat précédent. Et donc, je pense que pour nous, on le voit de manière plus alarmante, en fait, et on s'inquiète plus que peut-être
d'autres personnes et aussi on pense à la génération future, à nos enfants, nos petits-enfants et comment eux ils pourraient vivre sans les choses que nous on a connues en grandissant. Donc je pense que oui, nous on s'inquiète plus que peut-être d'autres personnes et je pense qu'il y a de plus en plus de mouvements. Par exemple, je pense à Place Publique dont vous avez... Voilà. Et donc, oui, il y a de plus en plus de mouvements qui attirent les jeunes de par leur nouveauté et aussi par des sujets qui nous inquiètent plus que certaines autres actualités. Pierre, tu as le même sentiment ? Oui, on est les premiers concernés. Après, il y a peut-être dans la manière dont c'est fait, il y a je pense pas qu'on soit très bien informé. Enfin, je sais pas comment dire, mais on nous matraque à longueur de temps ces histoires d'écologie sans que ce soit réellement concret, alors que pourtant on est les premiers concernés. Et je pense que dans notre génération, il y a une peur générale, ça c'est sûr, du lendemain, mais en même temps, j'ai l'impression qu'on n'en a pas réellement conscience. Que c'est pas quelque chose sur lequel tu as prise, que vous avez prise, que c'est oui, intangible. c'est ça. Il y a ce sentiment d'impuissance en fait face à tous ces problèmes où on a l'impression de ne pas avoir les armes en fait pour lutter face à des problèmes aussi énormes que la fonte des glaces ou des choses comme ça. Enfin, moi, personnellement, je me sens ridicule face à ça et je saurais pas quelles actions faire. Enfin, fermer l'eau quand je me brosse les dents, est-ce que ça va vraiment apporter quelque chose ? C'est là où j'aimerais bien qu'on ait plus de moyens d'action, plus accessibles en tout cas. Vous avez aussi le sentiment que l'action individuelle ne suffit pas à renverser. Voilà, c'est ça. Qu'il faut quelque chose de beaucoup plus global et un projet collectif pour aller dans ce sens-là. Moi, sur cette question, je suis d'accord parce que je pense que, aussi comme nous l'avons dit dans l'autre débat, on n'est pas la population la plus concernée. Je pense que si on était réfugiés climatiques, on serait beaucoup plus concernés et beaucoup plus investis sur cette question. Et je pense qu'on a tous l'impression de faire individuellement des actions qui pourraient aider, mais quand on voit que de manière plus nationale ou internationale, il y a un manque d'investissement. Et donc, nous, on se sent un peu inutile, on va dire, où on a l'impression que nos actions n'ont aucun impact. Et donc, ça nous décourage, je dirais. Et donc, oui, on n'a pas l'impression qu'on est soit concerné ou qu'il n'y a pas assez d'impact pour vraiment changer les choses. Il nous reste presque plus de temps, donc j'aimerais vous poser une question un peu prospective. Un peu générale aussi. Comment vous vous sentez par rapport au futur ? Est-ce que vous êtes plutôt optimiste et déterminé, ou est-ce que vous sentez une certaine anxiété par rapport à tous les discours sur l'effondrement, sur la fin du monde ? Quelle est votre perception, mais vraiment personnelle, individuelle, de tous ces discours aujourd'hui qui existent et comment vous placez parmi eux ? Moi, j'ai plein de rêves sur ce que je veux faire et sur le futur. Après, dans une perspective plus globale, dans le rapport au monde, je sais pas, je me situe pas par rapport au monde. J'ai l'impression que ça prend du temps. Oui, voilà. Ça prend la vingtaine. Voilà. Et oui, non, moi je suis... comme on l'a dit tout à l'heure, on fait tous les deux des études qui mèneront pas forcément à une carrière très épanouie au début, en tout cas, et où on risque pas de trouver, on va dire, un poste avec énormément d'argent, des choses comme ça. Donc, quand je pense à ça, dans un sens, je suis anxieuse, mais cette anxiété m'encourage encore plus, et je me trouve encore plus déterminée justement à accomplir mes rêves et ce que j'ai envie de faire. Et quand je pense de manière plus globale sur justement sur l'avenir et sur tous ces problèmes dont on a parlé avec l'écologie et tout ça, et je pense par exemple, pas forcément en France, mais aux États-Unis, même si on parle de politique, mais même si les républicains ont toujours la majorité au Congrès, je vois qu'il y a eu énormément de jeunes qui ont été élus au Sénat, énormément de femmes, d'homosexuels, de religions différentes. C'est pas de le dire de manière un peu vulgaire, c'est pas que des hommes, des vieux hommes blancs en fait qui sont au pouvoir. Des vieux mâles blancs.
Ouais. Et donc, Non cisgenre. ça m'encourage en fait de voir qu'il y a des jeunes, en fait, et surtout pour moi des femmes, qui prennent, même si c'est très très lent comme progrès, mais qui prennent de plus en plus de place sur la scène politique. Et donc, je suis un peu pessimiste, mais quand je vois ça, je suis encore plus déterminée. Voilà. Demain, si vous êtes dans une situation critique, le monde est dans une situation critique où vous devez vous battre pour conserver vos droits, vous êtes prêt à aller de l'avant et à vous engager, et à prendre les armes si nécessaire, enfin, les armes symboliques. Oui. Oui. Totalement, surtout que je pense qu'on l'a vu avec le passé, que surtout au niveau des femmes, on est toujours prêt à se battre pour nos droits. Bon, merci. Je crois qu'on peut les applaudir. Merit a standing ovation. C'est incroyable. C'est un vrai message d'espoir. Moi, je suis vraiment touchée et je suis persuadée que vous vous en sortirez très très bien, y compris économiquement et en termes de carrière. Voilà, et je vous le souhaite. Écoutez les amis, écoutez. Écoutez.